Bonjour et bienvenue sur The Flair Club, un podcast de rencontres inspirantes avec des photographes et des créatifs. Aujourd'hui, on est avec Gladys Tan, une photographe de mode à l'esthétique solaire. Je suis allée la rencontrer chez elle dans son petit village des Yvelines, pas très loin de Versailles. Il y est. J'entre dans une petite cour. Ça va et toi? Oui. C'est très bien, c'est vraiment la campagne. Bah ouais. Chez toi c'est pareil, non? Ouais. Ah c'est bien, c'est trop beau chez toi. Merci. Nous avons échangé autour d'une tasse de thé qu'elle avait ramenée de son précédent voyage au Brésil, où elle a eu l'occasion de shooter plusieurs campagnes pour des marques. Ils font du thé là-bas? Pas spécialement, mais je trouve joli. Enfin, pas spécialement pour ça. Oui, c'est plutôt le café. Ils sont totalement différents, le café. Ouais. On a donc discuté de sa manière de travailler, de ce qui l'inspirait. Ça a été aussi l'occasion d'échanger sur le programme de mentorat qu'elle a créé et dont je fais partie, qui s'appelle Sens Collectif. Bonjour Gladys, je suis très heureuse de démarrer ce podcast de rencontres inspirantes avec toi. Tu es photographe de mode, tu vis à côté de Versailles, mais tu shootes essentiellement à l'étranger, au soleil. Oui. Je trouve que ça a son importance dans tes photos, donc on va y revenir. Moi, je suis une très grande fan de ton travail. Et au-delà de ça, je trouve que tu as une vision du métier qui est hyper intéressante et intelligente. Parce que tu as un discours que j'avais jamais entendu avant, qui est très rassurant et très généreux. Notamment sur le fait qu'il y a de la place encore pour des nouveaux talents. Mm-hmm. Et que les marques de mode ont de l'argent et des besoins en termes d'image. Et du coup, tu l'expliques dans un programme de mentorat que tu as créé qui s'appelle Sens Collectif. Oui. Et c'est ce dont on va parler ensemble, entre autres, parce que j'ai donc plein de questions à te poser. Exact. Est-ce que tu peux me décrire rapidement ton parcours? Parce que tu as d'abord été directrice artistique avant de faire de la photo. J'ai fait en gros, j'ai fait des études très longues. J'ai fait de la com, après j'ai fait mon école de photo et après j'ai fait un master en direction artistique, si ça peut vouloir dire quelque chose. Et du coup, pendant ce master-là, moi j'étais assistante DA en agence de pub. Et après, quand j'ai fini ce master, moi je savais déjà que je voulais être photographe. C'est quelque chose qui me faisait encore très peur. Donc du coup, la DA, c'était un peu ma roue de secours. Donc quand j'ai fini mon école, moi je me suis lancée directement en freelance. Tout le monde m'a dit de ne pas faire ça, mais pour moi c'était impossible de travailler dans une entreprise forcée. Si j'ai fait des études aussi longues, d'ailleurs, c'est parce que je retardais l'échéance de devoir rentrer un peu dans la vie d'adulte, ce monde. Et donc, du coup, je me suis lancée en freelance tout de suite. Et pendant un an et demi, 2 ans, j'ai fait que en freelance. Du coup, je faisais de la DA et de la photo. Donc, en DA, je faisais la DA pure, donc à savoir travailler sur des concepts, faire du conseil, etc. Je faisais du graphisme, des maquettes, des sites web, des supports papier, etc. C'est un métier que j'aimais beaucoup, mais en fait, à côté, il n'y a rien qui arrive à la cheville de ce métier de photographe qui, pour moi, coche toutes les cases de la vie que j'aime. Et donc, du coup, je faisais la DA en freelance, la photo en freelance. Mais à ce moment-là, mon activité, c'était 70% de DA, 30% de photo. Et du coup, en photo, j'avais pas du tout le temps de mettre d'énergie à développer. Donc, je prenais un peu tout ce qui arrivait. J'avais déjà de la chance, il y avait des choses qui arrivaient, mais c'était tout. Tu faisais pas de la photo de mode? J'avais fait 2-3 trucs comme ça, mais franchement, j'ai fait tout ce que tu peux faire en tant que photographe, je l'ai fait. Il n'y a pas un truc que je n'ai pas fait, je pense. Oui. Et quand tu es sortie de l'école, t'avais déjà la vision de ce que tu voulais être comme photographe? Tu savais que quand même ton but, c'était de faire de la mode, de voyager? C'est marrant parce que j'ai pas eu un moment de révélation en mode moi, je veux absolument faire de la mode. La mode, c'est pas moi dans ma vie perso. Je suis sensible à la mode de la même façon que je suis sensible, je sais pas, au graphisme, à du beau papier, à la peinture, au cinéma. C'est pas un truc qui ressort plus qu'une chose. Moi, je suis pas spécialement une grosse consommatrice non plus.
De vêtements, c'était pas le vêtement qui te plaisait. J'adore les beaux vêtements, mais après moi je peux être très feignante quand il s'agit de les chercher et d'en acheter. Mais du coup, quand je suis sortie de l'école, moi tu parles de l'école de... Oui, de photo, ouais. Bah, du coup, je savais que vraiment, intérieurement, je savais que je voulais devenir photographe. Je savais pas du tout comment j'allais faire. Parce que même si j'avais fait cette école, j'avais encore très peu d'exemples de gens qui vivaient de la photo en faisant vraiment des photos que j'aime. Il y avait dans mon école des gens qui faisaient de la photo de mode et tout, mais déjà c'était 2 personnes sur, je sais pas, 300. Et pour moi, ils avaient quelque chose que j'avais pas, tu vois, et c'était pas du tout accessible pour moi à ce moment-là. Mais par contre, ouais, moi j'ai eu la chance de faire mon école de photo, j'ai eu la chance de la faire à l'étranger, et je pense que c'est quelque chose qui a été très important pour moi dans le process un peu mental de se dire, ok, c'est un métier réel, c'est un truc que je peux faire, c'est quelque chose qui existe. Et le fait, je sais pas, d'être à l'étranger, c'est un peu comme si tu repartais sur une nouvelle base. Ouais, voilà, tu repars à zéro. Je sais pas, tu te permets plus de trucs que si j'avais fait cette école à Paris. Je pense que bon, je peux pas savoir, mais j'ai l'impression quand même que ça aurait eu un impact mental différent et que je me serais mis encore plus de barrières si j'avais fait à Paris. Et bref, du coup, ouais, non, ça a pris vraiment du temps pour que je me dise, ok, c'est de la mode que je vais faire. Je pense qu'il a fallu que je fasse plein de trucs que je voulais pas faire pour vraiment me dire, tu vois, débroussailler petit à petit et me dire, ok, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais ce qui est fou, parce que de base, si je vais dans cette école de photo, c'est parce que tout ce qui m'attire, c'est des images qui sont des images de mode, ou alors c'est du storytelling, mais c'est de la culture et tout, mais c'est pas du reportage, ça reste quand même toujours dans cette idée de raconter une histoire, mais avec un peu d'un point de vue de réalisateur, tu vois, de créer une histoire, on n'est pas dans le reportage et tout, avoir un certain contrôle sur l'image que tu fais. En fait, maintenant, avec du recul, je me rends compte que c'est quelque chose que je savais depuis très longtemps, c'est ça qui m'a amené vers la photo, mais il a fallu déconstruire beaucoup de choses avant d'arriver là. Parce que là, ce qui te plaisait, c'était de la prod, de créer vraiment ton histoire de A à Z dans la mode, c'est ça qui te plaît? Je pense que j'en avais pas trop conscience au départ. J'étais plus attirée visuellement par des choses, tu vois, que j'avais envie de raconter. Je sais pas, j'avais envie de raconter des histoires. Je sais pas, j'avais envie de raconter une femme qui me parle. Moi, j'ai toujours été une grosse consommatrice de magazines de mode. Alors, j'ai jamais vraiment lu ce qui se passait dedans, à part les pages culture, parce que tout le reste me parlait pas trop, en fait, mais comme beaucoup de filles, en vrai. Mais par contre, j'étais vraiment hyper attirée par toutes les images, mais vraiment dans plein de trucs différents et tout. Et je pense qu'au départ, inconsciemment, tu vois, j'essaye d'aller rechercher ça, de raconter une femme qui me ressemble un peu plus que celle que j'ai pu voir dans ces magazines. Et j'en suis toujours là, d'ailleurs, à essayer de me rapprocher de ta vision. Ouais. Et ça prend du temps, mais c'est un chouette processus. Et combien de temps ça t'a pris de faire tes premiers vrais shootings mode? C'est marrant, franchement, c'est vraiment plein d'étapes différentes. Je pense que c'est différent pour quelqu'un qui végète un peu depuis tout petit dans le milieu de la mode d'une façon ou d'une autre, ou alors qui a des parents qui font des métiers créatifs. Moi, c'est vraiment sur un contexte où je pars de zéro, dans le sens où au départ, tout ça, ça n'existe même pas en fait. Chez moi, être photographe, à part être photographe de mariage, il n'y a pas vraiment d'autres réalités. C'est ça, ou alors c'est les Bovis, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. Et ouais, du coup, ça s'est fait en plusieurs temps. Après, j'ai eu la chance, et je pense que là encore, c'était un signe, mais quand j'ai fait cette école de photo, on a appris tout. Un peu, l'idée du programme, c'était d'apprendre un peu tout type de techniques de photos différentes. Et j'imagine que c'était dans l'idée de un peu toucher à tout pour voir ce qui te plaît le plus. Et moi, forcément, je sais pas, sur l'année, on a eu 2 ou peut-être 4 heures. C'était peut-être sur 4 heures de shoot mode avec une mannequin et tout. Et moi, c'est vraiment les cours. Tout était limpide pour moi dans ces cours-là. Même, j'avais encore jamais vraiment fait ça, mais diriger la mannequin, ça se faisait... je dirais pas que ça se faisait naturellement, mais je me sentais à l'aise et je sais pas, il y avait un espèce d'échange d'énergie qui était hyper important. Et j'avais une vision, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais j'avais une vision précise des images que je voulais faire, chose qui n'était pas du tout le cas quand on faisait
j'avais fait du reportage de sport, j'avais fait de la photo culinaire. Je me souviens m'arracher les cheveux et essayer de faire de la photo culinaire. Aujourd'hui, je me dis, mais je sais pourquoi j'y arrivais pas. C'est parce que, il y a tellement de choses qui sont qui sont aux antipodes de moi, ça peut pas fonctionner, en fait. Ouais. Moi, j'aime bien tout préparer et après lâcher prise complètement. Et du coup, tu peux pas du tout faire ça sur de la photo de produit ou culinaire. C'est préparer de A à Z. Ouais. Ce que tu expliques aussi dans tes cours, c'est que pour travailler dans ce milieu de la mode, il suffit pas juste de faire des belles photos et d'envoyer son look. C'est ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir faire des propositions qui sont pertinentes. Oui. Donc ça, moi, je l'ignorais totalement avant. Hein. Je voyais bêtement ce que je faisais. Et pour proposer ces concepts aux marques, comment est-ce que tu nourris ta créativité ? En fait, je peux peut-être rebondir sur ce concept de il suffit pas de faire des belles images. Et parce que j'aurais même envie de dire, c'est presque pas le plus important. C'est tout à fait normal et légitime. Et quand on est photographe, on est indépendant, nous, on a tendance au départ à être très focalisé sur l'image. Et on oublie qu'on est en train de s'installer sur un marché, qu'il faut qu'on comprenne vraiment comment il fonctionne ce marché et quels sont les intérêts en fait des gens avec qui on va travailler, parce que on peut faire des très belles images si ce qu'on propose, et du coup en termes d'image ou en termes de quand on va proposer une idée à une marque, si ça a pas si c'est pas pertinent pour eux, s'ils n'ont pas d'intérêt financier à investir dans ces images-là, même si c'est très beau, ils se diront sûrement que c'est très très beau, mais ils peuvent pas y accorder spécialement du temps. Et ils se projettent pas dedans. Et ils vont pas se projeter dedans non plus. Donc ouais, ça c'est un truc qu'on pourrait, je pense, parler que de ça pendant 1h30. Mais c'est important de faire des belles images, mais malheureusement c'est pas le plus important, et il y a beaucoup de choses à travailler autour et qui sont hyper passionnantes aussi, hein, mais ouais, l'image suffit pas. Comment est-ce que tu as l'idée en fait de ton concept ? Est-ce que c'est parce que il y a une marque avec laquelle tu as envie de travailler et tu vas te dire ok, je vais leur proposer telle idée parce que ça leur correspond, ou est-ce que tu as une idée, il y a quelque chose qui t'a inspiré et tu dis tiens, ça pourrait coller avec telle ou telle marque ? Il y a plein de chemins différents, c'est pas toujours pareil en fonction des projets. Après, il y a quand même un schéma qui se répète assez souvent pour moi. En général, les idées, elles partent d'un endroit où j'ai envie d'aller. Et c'est un endroit qui va m'inspirer. Et qui va m'inspirer. Souvent, c'est des endroits où je ne suis pas encore allée, donc j'ai un peu une image un peu... fantasmée. Exactement, du lieu. Et j'ai envie d'aller raconter une histoire. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'une fois que tu y es, tu n'es plus dans le fantasme, tu es dans le réel. Et du coup, tu viens créer une histoire finalement qui est différente que celle que tu avais vraiment imaginée au tout départ. Mais c'est trop bien en vrai. C'est là que tu es dans la créativité pure. Mais ouais, souvent pour moi, ça part quand même d'un lieu où j'ai envie d'aller. Et une fois que j'ai un peu un lieu en tête, je vais imaginer Enfin, ça va vraiment se faire petit à petit. C'est comme si, je sais pas, c'est des couches que tu enlèves un peu à chaque fois au niveau de la créativité. C'est tu choisis un lieu, après tu commences à avoir un peu un type d'histoire en tête que tu veux raconter. Du coup, ça va t'orienter un peu vers... si on parle de travailler vraiment sur des campagnes avec des marques, ça va t'orienter quand même vers un type de marque que ça peut intéresser, parce que chaque destination ne va pas forcément intéresser tout le monde. Et même quand tu vas, je sais pas, en Italie, il y a beaucoup d'histoires différentes que tu peux raconter et qui vont parler à des clients et des types de clients qui sont très différents aussi. Et il ne suffit pas juste d'aller en Italie, quoi. L'Italie, il y a plein de visions possibles. Tu vois, même si on ramène ça, je sais pas, à l'échelle de Paris, Paris, il y a tellement de façons différentes de le raconter. Donc souvent, ouais, ça part souvent d'une destination, mais après, ça peut partir d'une fille avec qui j'ai envie de travailler. Ça m'est arrivé aussi de développer tout un concept juste pour une marque avec qui j'avais envie de travailler. C'est quelque chose que je fais plus trop maintenant, mais parce que en fait, il y a d'autres trucs qui me stimulent, mais ça pourrait aussi très bien... si j'ai un gros coup de cœur pour une marque, oui, ça pourrait aller ça pourrait être dans ce sens-là, mais... Est-ce qu'il t'arrive de plus avoir d'idées ? Oui, vraiment. Mais je pense que c'est cyclique. Tu vois, là, on en parlait tout à l'heure. Je suis en phase de vraiment de décharge mentale totale. Et en général, c'est dans ces moments-là où j'ai le plus d'idées.
Et, Parce que là, du coup, t'as shooté pendant quasiment 6 mois non-stop. alors j'ai shooté, alors pas 6 mois, mais j'ai shooté vraiment en non-stop et je pensais pas être capable de gérer autant de projets à la fois. Donc c'est une bonne nouvelle tout en... Mais bon, je pense pas que je vais refaire ça tous les jours non plus. Mais j'ai shooté en non-stop de mi-février à là, il y a 3 semaines. Et pour plein de marques différentes ou pour des projets différents. Ouais. Je suis passée, ça représente, je crois, une petite dizaine de projets différents. Ouais. Et qui, bien sûr, parce que la vie n'est pas toujours si bien faite, se sont chevauchés. Et quand on gère la production, ça fait beaucoup de choses à penser en même temps. Pour une seule tête, quoi. Des fois, c'est compliqué, mais... Donc là, tu te poses. Mais voilà, donc là, je suis en train de finir d'envoyer les photos, je suis en train de finir les conversations avec les clients, d'envoyer les dernières images aussi au magazine. Donc là, je suis vraiment en train de me décharger, tu vois. Enfin, c'est bête, mais du coup, c'est là où je vais vraiment ranger mon appartement. Je vais prendre beaucoup de temps pour... moi, je fais beaucoup de sport, mais là, je vais prendre du temps aussi en dehors du sport pour aller marcher. C'est des heures qui sont perdues quand je commence à être dans le rush et tout. Et vraiment, je ralentis énormément. Tu te laisses le temps, en fait, d'être oisive. Ouais, complètement. Et tu vois, et cette semaine, il y a des moments où je suis tellement inefficace. Mais après, je me dis que c'est normal, en fait. Tu peux pas être dans l'efficacité absolue pendant... là, j'ai vraiment eu 3-4 semaines où c'est non-stop, où il faut que je sois efficace, il faut que je reste concentrée tout le temps. Et je sais le faire. Mais par contre, après, c'est sûr que tu vas me voir... T'as besoin de relâcher. Là, mais quand je te dis que je suis inefficace, c'est vraiment le matin, et ça va me prendre 2h30 pour me dire « Ok, c'est bon, là, j'ai pris mon petit-déj. » Je sais pas. Mais je pense que c'est essentiel. Et j'ai eu d'ailleurs, au début, quand j'ai commencé à beaucoup plus travailler sur des campagnes, à voyager, à beaucoup shooter, tout s'est accéléré. Et c'est très agréable aussi quand ça s'accélère parce que on travaille pour ça. Ça te remplit vraiment d'adrénaline et tout, et c'est trop bien. Mais moi, je suis un peu tombée dans ce truc où du coup, je veux jamais que ça se ralentisse. Je veux toujours être dans une phase de croissance absolue. Et sauf que ça, mentalement, c'est juste pas tenable. Et du coup, tu as ce truc où après, c'est très dur de ralentir et t'as peur du calme, t'as peur du silence. Alors que en fait, on fait un métier où déjà, il est essentiel, il est, je pense, inévitable aussi. Tu peux être very successful, il y aura toujours des temps morts. Surtout que ça dépend aussi un peu de la saisonnalité des marques. Enfin, au final, en hiver, c'est vrai que tu vas peut-être un peu moins shooter, ou alors il faut vraiment que tu ailles. Ou alors tu pars à l'étranger complètement, mais c'est bien aussi, en fait, je pense, de suivre des cycles, de pas travailler tout le temps au même rythme. J'ai l'impression que c'est un peu une des clés pour durer dans ce métier, c'est vraiment de savoir, d'accepter de pas être tout le temps présent, de pas être tout le temps ultra proactif, et de trouver ton équilibre un peu comme ça. Et aujourd'hui, tu travailles avec des marques qui quand même font rêver, avec des beaux budgets. Oui. Et tu as été publiée dans plein de magazines. Est-ce que tu dois encore proposer des concepts à tes clients, ou est-ce que c'est les marques qui viennent te contacter directement parce qu'elles ont vu ton travail et les deux vraiment, mais je pense vraiment que ça dépend des tempéraments et tout. Moi, j'avoue que d'une certaine façon, pour moi, proposer des idées, c'est garder du contrôle sur les projets sur lesquels je vais travailler, sur comment je vais organiser les prochains mois de ma vie. Mais c'est vrai que je pense que c'est une des choses que j'aime le plus dans ce métier, c'est de pouvoir choisir vraiment ce que je vais faire. Et j'ai du mal aussi, je pense, à lâcher prise. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur du 50-50. Je vais avoir, sur un mois, je vais avoir un projet qu'on me propose, que je prends, et peut-être un projet que moi, je propose. Okay. Bon, après, je te dis sur un mois, mais ça peut s'étaler beaucoup plus aussi, parce que ça prend du temps de proposer des idées et de les amener au bout et tout. Honnêtement, je pense que c'est une bonne chose de continuer de proposer des choses, et que je sais pas comment dire, mais t'as beau avoir, si tu veux, t'as beau avoir fait des belles campagnes ou des beaux projets, une fois qu'ils sont faits, et c'est pas retour à la case départ, mais en vrai, si, tu vois. Qu'est-ce que tu fais après ? Il n'y a jamais rien d'acquis, et d'autant plus qu'on travaille sur un marché qui va très vite, où les gens se lassent très vite.
Donc on peut aussi très vite se lasser de ton travail. Donc tu es toujours un peu à l'affût. Et enfin, je pense que c'est une bonne chose d'être toujours force de proposition, toujours se remettre en question. Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir que tes clients soient pas obligés d'être fidèles, tu vois. T'es toujours dans l'inconnu parce que tu peux travailler pendant 2 ans avec un client et puis après, il te répond plus jamais et tu travailles plus avec eux et c'est des choses qui arrivent. Ouais, toujours être obligé de se remettre en question, de repenser son travail. Pour moi, c'est pas facile, mais c'est vraiment un cadeau dans le sens où tu peux pas t'empâter, quoi. Tu peux pas rester sur tes acquis. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu restes sur tes acquis, c'est là où ça s'arrête. Moins envie aussi. Comment est-ce qu'aujourd'hui des marques découvrent ton travail, justement ? Je pense que ça passe beaucoup par les publications. Je pense que ça, c'est un gros nerf et on en parle beaucoup dans le programme. Je pense que c'est le moyen, entre guillemets, le plus concret. À une époque, ça a été via des filles avec qui je travaillais, je prenais en photo qui avaient beaucoup plus de visibilité que moi. Donc du coup, ça me permettait de mettre mon travail devant des yeux intéressants et stratégiques en termes de business. Et aujourd'hui, ouais, ça peut aussi... Tu vois, finalement, quand tu proposes des choses aussi, ça amène pas forcément tout de suite sur le projet que tu avais imaginé, mais par contre, tu ouvres des conversations. Et du coup, de ces conversations-là, les gens ils ont l'occasion aussi de voir ton travail. Enfin, c'est pour ça qu'on dit... proposer une idée, c'est jamais inintéressant, peu importe si l'idée elle va aboutir tout de suite. Après, il faut qu'elle soit pertinente, il faut que ton travail soit en alignement avec l'idée que tu proposes. Ça n'a pas forcément d'intérêt si tu veux de proposer un concept hyper cool, hyper léché, si toi dans ton travail, tu n'en es pas encore là et que tu n'es pas encore prêt à délivrer ce que tu es en train de proposer. Les gens vont forcément trouver que ce que tu proposes, c'est beau, tu vois, mais ils vont dire, ok, c'est beau, mais elle n'est pas prête. Donc peut-être plus tard. Et donc c'est peut-être ça la petite subtilité, à toujours garder le lien entre ce qu'on propose et ce qu'on a. Et ça demande d'avoir beaucoup de recul sur ton propre travail aussi. Ce qui est hyper difficile parce qu'on ne peut pas être objectif sur notre travail. Ouais. Et ça, j'ai pas trouvé la réponse à ça. Et je pense qu'il y en a pas vraiment, tu vois. J'ai pas trouvé la réponse à ça. Je pense que, par contre, je pense sincèrement que si tu arrives à être à la fois... à avoir beaucoup d'humilité et mais tout en étant très optimiste et en étant patient, c'est un peu un combo gagnant. C'est toutes les qualités qu'il faut pour avancer. Et... Tu disais tout à l'heure qu'il ne faut pas s'empâter, qu'il faut toujours être proactif. Toi, tu t'es fixé des objectifs ou est-ce que tu vas un peu au feeling et c'est qui tes clients de rêve là ou des publications de rêve qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que là, tu shootes dans des endroits de ouf, avec des mannequins super. Tu vois, t'es un peu dans ce que t'avais rêvé de faire, j'imagine. Mais c'est marrant parce que, alors oui, mais non. J'ai tellement de choses que je veux faire que j'ai pas encore réussi à faire. Mais par contre, c'est vrai que, tu vois, je ressens pas aujourd'hui, j'ai pas du tout la sensation c'est bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Je ressens pas du tout ça. Je suis plus focus sur ce que j'ai envie de faire, les ambitions que j'ai maintenant. Mais par contre, si je prends 5 minutes pour me poser et que je suis honnête avec moi-même, oui, là aujourd'hui, je travaille sur des projets. J'ai la chance de voyager beaucoup et tout. Et c'est vraiment ce que je m'étais imaginé il y a quelques années vouloir faire. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ton ambition, elle évolue au fur et à mesure. Et encore une fois, comme rien n'est acquis, en fait, même si j'avais pas forcément d'ambition de faire plus, j'aurais toujours pas l'impression, je pense, de me dire, ok, j'ai fait, c'est bon, y a rien d'acquis, je l'ai fait une fois, mais est-ce que je suis capable de le faire 2 fois, tu vois? Et c'est dans un contexte complètement différent, mais peut-être que c'est comme ça, on peut s'imaginer pourquoi les gens ils ont envie de gagner 2 médailles de Jeux Olympiques et pourquoi une, ça suffit pas, tu vois? Mais ouais, du coup, moi, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec quelques magazines, mais je suis à 1% de ce que j'aimerais faire. Il te faut la couve de Vogue, quoi. Il faut des couves, et je pense que après, quand j'étais plus jeune dans ma carrière entre guillemets de photographe, j'avais vraiment des objectifs comme je veux faire une couverture, des trucs très concrets, tu vois. Mais je pense que c'est important, ça t'aide aussi à avancer. Aujourd'hui, c'est plus des goals de travailler avec des équipes spécifiques, dans un contexte spécifique, je sais pas, ça s'élargit vachement la vision et finalement
bien sûr que je rêve de voir mon travail en couverture, mais ça va encore plus loin que cette petite cour. Mais ouais, bien sûr. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te comparer à d'autres photographes? Oui, bien sûr que oui. Et pourtant, c'est marrant parce que moi, dans ma vie perso, je suis pas du tout quelqu'un. Enfin, c'est pas dans mon tempérament. Moi, j'adore quelqu'un qui fait quelque chose que j'ai envie de faire et que j'ai pas encore réussi à faire. Vraiment, ça m'inspire énormément. Ça développe chez moi vraiment des sentiments très positifs qui me nourrissent et qui me permettent d'avancer et tout. Maintenant, ça m'est déjà arrivé beaucoup. Vraiment, c'est l'effet d'Instagram aussi. T'es là, t'es dans la difficulté en train d'essayer de produire quelque chose. T'as du mal à donner vie à une idée sur laquelle tu es en train de travailler. Et tu vas sur Instagram et t'es bombardé de gens pour qui tout a l'air plus facile, qui ont l'air de réussir à faire tout ce que toi tu n'arrives pas à faire. Et le truc, c'est que c'est dans ces moments-là, notre vision elle est biaisée. Sur Instagram, on pourrait montrer les côtés négatifs, mais moi je suis même pas pour ça en fait. Quand tu consommes trop dans des périodes où tu es un peu dans le dur en train d'essayer de créer quelque chose, forcément ça va t'amener à te comparer, à essayer de... Enfin même des fois tu vas analyser des portfolios, tu vas te dire ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce portfolio qu'il n'y a pas dans le mien, et en fait c'est pas forcément une mauvaise chose d'analyser les portfolios. Maintenant, ça n'a aucun intérêt de se torturer à trop regarder. Et quand tu tombes dans la comparaison comme ça, finalement, c'est juste que tu es en train de consommer trop de réseaux sociaux. Il faut que tu débranches un peu, que tu te reconcentres sur ton idée, parce que c'est ça le plus important. Et après, mais ouais, bien sûr. Et je pense que c'est pas fini. Enfin, ça se reproduira de façon cyclique. Et la clé, c'est vraiment, je pense, d'avoir conscience de ok, là, je suis en surconsommation. Il faut que je débranche, que je me reconnecte à moi. Parce qu'en plus, des fois, tu te compares à des photographes qui font des trucs que tu n'as même pas envie de faire toi. Ouais, c'est clair. Donc, tu te dis juste, je sais pas, ça a l'air cool, mais en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Hein, mais c'est pas... Ouais, moi, parfois, c'est vraiment... Tu vois, je vois une campagne dans la rue, mais pourtant pour une marque, genre une grosse marque. Et je me dis, mais c'est nul. Oui. Mais vraiment, mais qui a validé ça? Enfin, tout est moche, il n'y a rien qui va. Pourquoi? Est-ce que... c'est pas moi qui fais ça. Tu vois, on en revient à ce truc de, finalement, dans ce métier de stratégie. Il suffit pas de faire des belles photos, tu vois, il y a tellement plein d'autres enjeux en termes de business, il y a plein de sous-couches, de prise de décision et tout. Et ouais, au final, les gens des fois qui décident de à quoi va ressembler la photo, c'est pas du tout ni le DA, ni le photographe. Et tu te retrouves avec des campagnes à des budgets faramineux qui sont... Ouais. Pour revenir du coup à cette comparaison, et il y a quelque chose dont tu parles dans tes cours, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, on va dire avec des guillemets. Et ça, c'est une notion que vraiment j'ai beaucoup appréciée parce que tu te dis que en fait chacun a sa place, que chaque marque peut shooter aussi avec plusieurs photographes régulièrement. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, ça donne aussi de l'espoir quand tu débutes. Et je trouve ça intéressant aussi de se dire qu'on peut s'aider, qu'on peut s'apporter aussi mutuellement des choses. Et effectivement, pas se comparer, mais s'inspirer. Mais oui, il n'y a pas de concurrence ou de compétition. Après, je pense que ça, c'est... on peut avoir des approches totalement opposées. Mais bien sûr, il y a beaucoup de photographes. Après, comme on l'a vu, il ne suffit pas de faire des belles photos, c'est déjà une chose. Et des photographes qui ont vraiment envie de faire ce métier, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et qui sont prêts aussi. Je pense que le fait de démarcher énormément d'une certaine manière, de connaître, de comprendre le milieu, tout le monde n'est pas prêt à ça aussi peut-être. Oui, après ça, en même temps je peux le comprendre. Moi j'ai la chance de me dire que ça me passionne autant de découvrir ce marché et comment il fonctionne que de faire des images, mais je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde. Mais en l'occurrence, quand tu es en freelance, si t'as pas d'agent qui s'occupe de ta carrière et que c'est toi qui dois le faire, tu peux pas y échapper. Mais du coup, c'est là que finalement, peut-être que t'as pas si envie que ça de faire ce métier-là et que t'as plus envie de faire des belles images. Et du coup, c'est pas grave, tu gagnes ta vie en faisant autre chose et puis tu continues de faire des belles images, mais ce sera pas un métier, quoi. Mais après, pour en revenir à la concurrence et la compétition, je pense que, encore une fois, oui, il y a du monde, mais on est sur un marché, on a la chance d'être sur un marché qui est hyper dynamique.
où il se passe beaucoup de choses, où ça tourne vite aussi. Donc, il y a toujours de la place pour les jeunes photographes. Les marques, elles sont toujours et constamment à la recherche de nouvelles visions. Encore une fois, moi, je peux travailler avec une marque pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, cette marque, elle a forcément besoin de se renouveler. Au moment de se renouveler, c'est pas forcément avec moi qu'ils vont avoir envie de se renouveler. Peut-être qu'on va réussir à se renouveler ensemble, mais ça aurait aussi du sens. Enfin, moi, si j'étais justement chargée de DA, je serais toujours un peu à la recherche de qui sont les nouveaux yeux de notre parc, finalement. Qui va amener sa vision. Et du coup, quand tu penses à ça de cette façon-là, effectivement, oui, même si tu n'as pas encore beaucoup de références, beaucoup d'expérience, si tu as une vision qui est vraiment hyper attractive et qui est du coup qui est hyper en alignement avec toi aussi, c'est ça qui attire les gens, oui, il y aura forcément de la place pour toi. Et après, tu rentres un peu sur le marché comme ça. Et après, comme on en parle aussi pas mal ensemble dans le programme, mais si tu as une vision qui est claire, que sur un plateau, sur un shoot, tu es sympa et que tu es professionnel, c'est sûr qu'on va retravailler avec toi. Enfin, c'est évident. Et donc, ouais, dans ce sens-là, il y a de la place. Et il y a beaucoup de photographes, mais il y a aussi beaucoup de marques. C'est un marché qui est très vaste. On a la chance de pouvoir travailler à l'international aujourd'hui. Donc, les opportunités, elles sont énormes. Et en plus de ça, on n'a pas tous les mêmes envies. Tu vois, on peut avoir un client, si on fait comme on le fait dans le programme, si on se dit, OK, je me donne 5 clients avec qui j'aurais vraiment très envie de travailler. On peut se donner les mêmes clients, mais finalement, on ne va pas avoir envie de faire les mêmes choses avec ces clients. Ça amène des opportunités encore très différentes. Et enfin, moi, j'ai des copines photographes, on a des styles qui sont d'un point de vue externe à quelqu'un qui ne serait pas du milieu. On a des styles qui sont quasiment identiques. Pourtant, c'est marrant parce qu'on ne va pas du tout chercher les mêmes choses. Et puis, des fois, ça peut se recroiser et tout. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de souci. Tu vois, des fois, on s'échange les clients. Si moi, je ne peux pas faire un projet et que je sais que ma copine, en l'occurrence, elle peut le faire et que le client, ça va fonctionner et tout, on s'échange les projets comme ça aussi. Et franchement, c'est tellement plus sympa de travailler comme ça et d'être entouré comme ça que d'être tout seul dans son coin à avoir peur que quelqu'un te vole tes jobs. C'est clair. Pour revenir à ton esthétique, tu es choisie aussi pour ça. Toi, ton esthétique, elle est assez marquée. Tu as des tons chauds, c'est assez solaire au final. Tu es un peu une photographe d'été, tu vois. Photographe de vacances. Photographe de vacances. Et ça peut paraître un peu péjoratif, mais dans ma bouche, ça l'est pas. Je voulais qu'on parle aussi de ça, c'est que toi, tu shootes quasiment à 100% en argentique, oui. Avec des backups. Oui. Mais du coup, ton client, il ne contrôle pas en temps réel le rendu. Oui. Donc, ça rajoute un peu de stress pour toi, pour eux. Comment toi, tu gères ça quand les clients, maintenant, ils le savent que toi, tu es une photographe argentique? C'est marrant parce que du coup, là, je suis en train de rentrer dans une nouvelle phase. Pendant 3 ans, j'étais vraiment... je faisais que de l'argentique. 8 fois sur 10, je faisais même pas de backup en numérique. Et j'ai fait des campagnes où on shoot pendant 3 jours avec le client des nombres de looks, je sais même pas. Et au bout de 3 jours, je me dis quand même, c'est fou, ils me font vraiment confiance parce qu'ils ont vu aucune image. Ils ont vu aucune image mais après, c'est intéressant parce que finalement, c'est des clients qui sont hyper agiles et qui sont pas coincés sur une idée précise d'une image. Et du coup, c'est une façon de travailler qui est hyper organique et qui fonctionne très bien. Après, là, aujourd'hui, c'est une phase que je découvre un petit peu encore. Donc, faudrait en rediscuter dans quelques années pour avoir un peu de recul. Mais là, je reviens à faire beaucoup plus de backup en digital. J'ai absolument pas plus peur qu'une photo fonctionne mal en argentique parce que mon process en argentique il est très rodé. Je fais des backups, on en parle, tu vois, shooter sur 2 appareils différents, sur 2 pellicules différentes, et comme ça, s'il y a le moindre problème, t'as tout qui est backupé. Mais par contre, je travaille sur des plus gros budgets. Et du coup, je pense sur des campagnes où aussi il y a peut-être un peu plus de pression. Et là, les clients ont plus besoin de voir les images. Donc ça peut toujours m'arriver de faire des campagnes où on ne fait pas de backup et c'est tout en argentique. Mais là, de plus en plus, j'ai même moi qui ai dit, je ne sais pas combien de fois, moi vivante, je ne shooterai jamais connectée. Et tout. Des fois, je me retrouve sur des prods où je vais tout shooter en argentique. Ouais.
mais il va falloir quand même que je shoote connecté à un ordi et tout, c'est un peu ma hantise. Tu shootes d'abord tes pellicules en argentique et après tu shootes en Alors, numérique pour qu'ils aient le rendu, ou c'est le contraire? Parce que là, j'aimerais du coup, te ce qu'ils dire- veulent, ils veulent valider, en fait. J'aimerais te dire que c'était un process hyper carré, hyper rodé, mais pas du tout. En général, le premier look, on dit on fait d'abord numérique et après on fait l'argentique, comme ça, machin. Et après, en fait, dans le flow de la journée, et même moi, tu vois, si à un moment je sens qu'avec la mannequin, on est un peu connecté et que c'est fluide et tout, je vais pas reprendre le numérique là, je vais shooter, même s'il fallait commencer d'un point de vue pratique en numérique. Si je sens que là on est dans un moment et qu'il faut pas le rater entre guillemets, ben là je suis en argentique et je ferai le backup en numérique après. Mais après par contre ça pourrait très bien arriver que je travaille sur un shoot où la prod ils ont absolument besoin de voir les images avant. Si ça m'arrive beaucoup, parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir vraiment altéré moi mon processus créatif, parce que comme je te dis, moi j'adore tout préparer. J'aime vraiment être très préparée pour un shoot. Je fais beaucoup de prod et tout, donc j'aime bien penser à tous les détails. Mais par contre, une fois qu'on est sur le shoot, j'aime bien, voilà, lâcher prise et pas me dire c'est pas parce qu'on avait dit que cette photo-là, on me la faisait à 13h52 à cet endroit-là qu'il faut absolument qu'on y soit. Enfin, oui, on fait pas des plannings dans le vent, mais par contre, si à 13h52, on a un truc de fou qui se passe ailleurs, tant pis, on ira un peu après et on suit quand même l'énergie de la journée et tout. Enfin, je pense que c'est... En fait, c'est à ça que ça sert d'être si bien préparé. C'est ouais, de pouvoir être aussi assez agile dans ta manière de faire. Et c'est de la place à la créativité Voilà. le jour J. C'est rassurant, en fait. Oui. Je peux comprendre que, tu vois, d'un point de vue, je sais pas, d'un chargé de prod ou même d'une responsable d'image d'une marque, que ce soit difficile le jour J de lâcher prise sur l'orga parce que les images en dépendent, etc. Jusqu'à aujourd'hui, globalement, ça s'équilibre plutôt bien. Ok. Et est-ce que tu peux parler de ton procédé de numérisation? Parce qu'en fait, toi, tu numérises pas tes scans. Tu fais des tirages? Oui, alors moi, je fais quand même... alors, c'est pas la version la plus économique en termes de... J'aime bien avoir tous mes scans. Donc, j'aime bien voir toutes les photos en scan. Donc, en général, je vais envoyer toutes les pellicules au labo. Le labo, ils vont tout me scanner en médium. Et comme ça, je vois toutes les images. Et de là, moi, je vais faire ma sélection que moi, je vais aller tirer au labo. Mais après, sinon, à l'origine, t'avais quand même pas ce processus, t'avais pas la possibilité d'avoir tes scans. Donc, l'idée, c'était que tu venais avec tes négatifs développés au labo, tu faisais des planches contact, et de ta planche contact, tu choisis les images que tu vas tirer pour les 10 images que tu veux absolument de ton projet. Moi, je fais pas de planche contact, du coup, c'est vraiment, je regarde mes scans et je choisis sur mes scans, et là, après, j'arrive au labo avec la sélection d'images que je veux traiter. Ensuite, tu fais du coup de la retouche sur tes tirages. Ouais. Et tu scannes. Ouais, et ça, c'est marrant, c'est parce que aujourd'hui, du coup, c'est plein de techniques différentes qui se recoupent parce que le processus originel, c'est vraiment, tu prends ta photo sur une pellicule, ta pellicule, tu la développes dans les bains au labo. Une fois que tu as ton négatif qui est plus photosensible, tu fais tes planches contact et tu fais tes tirages. À la limite, peut-être, en l'occurrence, tu pouvais le scanner, mais c'est tout. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui se recroisent. C'est je shoot sur pellicule. Après, je fais développer au labo, mais je demande au labo qu'il me fasse des scans. Donc, il me scanne tous mes négatifs. Comme ça, moi, j'ai toutes mes photos sur mon ordi. De mon ordi, je choisis les images que je vais tirer au labo. Et au labo, moi, après, ça fait 2 ans que je fais du tirage. Et après, je fais du tirage que pour moi. Donc, je tire pas aussi bien qu'un tireur professionnel non plus. Et si je voulais que tous mes tirages soient absolument parfaits, je ferais 3 photos par session, donc ce serait pas très efficace. Donc en général, quand je fais mes tirages, je sais qu'il y a toujours 2-3 petits trucs qui sont pas encore exactement comme je veux sur l'image. Mais je sais que du coup, après, je vais scanner mon image. Et de mon scan, là, je vais pouvoir réajuster une teinte de peau ou là, je sais pas, hier par exemple, j'ai fait un tirage. Je sais que la photo elle est hyper bien exposée, le scan il est très beau, et quand je fais mon tirage c'est toujours un peu trop jaune, tu vois, mais au bout de 3 fois j'ai sorti l'image de l'imprimante, j'ai dit ok, celle-ci elle sera jaune et demain je vais la finir, quoi. Mais ça se fait beaucoup, hein. Aujourd'hui sur des grosses campagnes tu vas avoir un photographe qui travaille en argentique,
il va se faire printer ses images par un printer professionnel, donc il tire vraiment beaucoup mieux que moi. Et là, après le tirage, une fois qu'il est scanné, il va aller dans un studio de retouche professionnel qui vont rééquilibrer encore les couleurs, etc. Ouais. Ça lui échappe un peu. Toi, c'est quelque chose que tu as envie de garder, ce côté un peu artisanal où c'est toi qui décides les couleurs? Alors, oui, mais en même temps, vous connaissez mon amour pour la post-prod. Je pense que mon temps en post-prod dans ma carrière là, est compté. Là. Je vois que j'ai de moins en moins de patience, que j'ai un désintérêt assez grandissant pour cette phase-là du processus. Chose qui s'est un peu calmée avec le tirage et tout. Ce qui est marrant parce qu'en plus c'est beaucoup plus ça demande beaucoup plus d'énergie parce que c'est assez d'engagement long et fastidieux en fait d'aller faire des tirages. En plus moi j'habite à la campagne, il faut que j'aille à Paris, il faut que je prenne le train, mais malgré tout choisir entre faire tout ça pour 8 images ou me poser une après-midi sur mon ordi, je crois que je vais quand même prendre le train, aller à Paris. Ouais, parce que du coup, ça c'est quelque chose. En fait, tu travailles sur très peu d'images quand tu shootes. Ouais, par contre, tu travailles sur très peu d'images et dans la réalité du marché, des clients et tout, moi aujourd'hui, en général, je livre. C'est rare que ça peut arriver, mais c'est rare que j'ai que 10 images à livrer sur un projet. Ça peut arriver plus je pense, sur des plus grosses campagnes où on va vraiment chercher la bonne image. Moi, aujourd'hui, je travaille quand même avec des clients qui ont besoin de beaucoup d'images et de contenu pour leur plateforme. Donc, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les scans que moi, je vais retoucher. Et on va choisir entre 8 et 10 images, un peu les images héros de la campagne. Et ces 8-là, on va les pousser au bout. Et après, tu donnes quand même les 2 autres images de tes scans? Ouais, en gros, si tu veux, pour parler vraiment concrètement, je sais pas, une campagne où on s'est mis d'accord pour 50 photos finales, et je vais traiter ces 50 images-là, et dans ces 50 images-là, on va dire, ok, ces 10-là, c'est les 10 images clés de la campagne, et ces 10 images-là, on va les tirer au labo, et après, dans l'idée, dans la théorie, c'est ces 10 images-là que le client met en avant. Ouais. Maintenant, ça peut aussi arriver qu'on a défini que ce soit ces 10 images-là, les 10 images les plus fortes, et au final, ça se mélange un peu. Et ça, c'est pas grave. Après, c'est eux qui gèrent. C'est leur cuisine interne. Voilà. Et là, est-ce qu'il t'est arrivé de faire des campagnes d'affichage, par exemple, avec des grands agrandissements? Avec des grands agrandissements. Alors, j'ai fait de l'affichage, mais qui devait être grand et au final n'était pas si grand que ça. J'imagine que tu poses la question par rapport à l'argentique. Ouais. Parce que est-ce que tu avais shooté par exemple au moyen format ou en 35 mm ces photos-là? Non, en l'occurrence, ça c'est des photos que j'avais fait du 35 mm. Après, on avait demandé des scans larges. Donc un scan large en 35 mm, je crois que ça fait 5000 pixels de large. Donc en théorie, pour moi, 5000 pixels de large, tu peux faire déjà des très gros tirages. Maintenant, tous les clients avec qui j'ai parlé d'affichage, ils veulent tous que pour l'affichage, on fasse du numérique. Et en gros, c'est des clients qui veulent shooter en argentique. Donc on fait toute la campagne en argentique. Et par contre, ils veulent que les 2 images qu'on va shooter pour l'affichage, on les re-shoot en numérique. Et après, eux, ils envoient ça en studio de post-prod pour que ça ressemble, que ça ait le même rendu que les autres images. C'est ce que j'allais te demander, comment est-ce que tu obtiens le rendu, ta patte, pour qu'elle soit aussi en numérique? Je pense que moi, je sais pas le faire. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que tu as envie, que j'aime. J'ai pas d'affinité particulière pour ça. Mais par contre, je pense sincèrement qu'un studio de post-production, ils peuvent assez facilement reproduire ça. Enfin, j'imagine. Oui. Même si, en vrai, c'est quand même jamais vraiment pareil. Ça, c'est un grand débat. Mais de toute façon, en vrai, le rendu final que tu as en argentique, il tient pas seulement à la texture de la photo, il tient à... En fait, quand tu shootes en argentique, t'es pas du tout dans le même processus créatif que quand tu shootes en numérique, et du coup, ça a un impact sur la photo finale, et du coup, sur le rendu final,
moi, bon, après, c'est parce que j'ai moins l'habitude aussi, mais quand je shoote en numérique, je travaille pas du tout de la même façon. Et je me vois d'ailleurs retomber dans des trucs que je faisais avant et que je fais jamais. Par exemple, quand je shoot en argentique, je vais jamais faire 10 fois la même photo. C'est naturel, je fais pas 10 fois la même photo. En numérique, si tu me laisses aller, je suis comme tout le monde, je vais faire 10 fois la même photo. Genre, je sais pas si ton cerveau il peut se rassurer de quelque chose. Mais non, t'as pas besoin. Tes appareils photo argentiques, ils ont un autofocus? Ouais, tous mes appareils argentiques ont l'autofocus. Dieu merci. Parce que sinon... Parce que tes images aussi, elles sont vivantes, mais il y a quelque chose aussi de posé, je trouve. Oui. Et ça, je pense que c'est aussi dû au médium que tu utilises. Ouais, complètement. Vraiment, en fonction de... Moi, dans le style d'image que je fais, ce serait très compliqué de travailler sans autofocus, parce que justement, je vais toujours essayer d'aller chercher l'image entre deux trucs qu'on essaye de faire, et du coup, faut pouvoir être hyper vif. Et en plus de ça, moi, au tout début, j'avais fait des shoots avec des filles en focus manuel, mais le rythme, il est compliqué, parce que j'imagine que ça dépend de ton énergie et tout, mais je trouve que c'est compliqué pour les filles de devoir attendre 5 minutes entre chaque photo. Et en plus, elles ne peuvent pas bouger, c'est compliqué. Ou alors, il faut être très rapide, ce qui est possible, hein, mais ce qui est pas... Moi, j'ai pas cette faculté. Mais ouais, non, tous mes appareils ont l'autofocus, sauf mon Pentax 6.7. Et tu vois, ça peut m'arriver sur des campagnes de m'en servir. Mais c'est vraiment justement, celui-là, je vais l'utiliser que sur un truc où on veut faire quelque chose d'extrêmement posé. Donc tu vas l'utiliser plutôt quand tu fais des éditos, par exemple? Ça pourrait être sur une campagne, mais ce serait vraiment sur un truc sur un set où là, on s'est dit on veut une image très, très posée, où tu vois, la fille, elle est assise dans cet angle-là, et c'est ici qu'on la voit, et elle fait rien de spécial, et c'est juste ça, tout ensemble, ça va être très beau. Là, oui, ça aurait du sens d'utiliser le Pentax 7. Maintenant, si on est sur une plage en train de je sais pas, d'essayer de créer du mouvement, ça va être juste un enfer. Tu fais une entorse aux yeux, non? Là, toi, tu travailes de manière assez solitaire, entre guillemets, quand tu crées tes prods, etc. Après, évidemment, c'est collectif, un shooting. Oui. Mais tu as créé donc Sens Collectif, qui est tes cours, en fait. Tu donnes des cours à des photographes. C'est aussi parce que tu recherchais à parler avec d'autres photographes, ou c'était vraiment dans un esprit juste de partage généreux de ta part qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce programme? Je me suis doutée que tu allais me poser cette question aujourd'hui, du coup j'y ai pensé ce matin, et bien sûr il y a de la générosité, mais il y a aussi quelque chose de très égoïste dans tout ça. C'est ce projet-là, il part de... je viens de finir deux prods, et je suis chez moi et je me sens seule. Et après, aujourd'hui, j'ai la chance, plus j'avance et moi je travaille seule. Je suis souvent seule sur la phase de concept, mais c'est parce que c'est une volonté aussi, parce qu'en soi, je pourrais très bien travailler avec, je sais pas, une DA mais comme c'est une partie du travail, du processus que j'aime bien faire seule. Mais par contre, après, moi j'adore ce métier parce que je peux réunir des gens, et plus j'avance, plus je crée mon réseau, plus je peux réunir... j'ai l'impression de faire des colos à chaque fois. En fait, je réunis tous les gens que j'aime, avec qui j'aime travailler, et on va aller faire des très belles images, et on gagne nos vies comme ça, et c'est trop bien. Ça, c'est le scénario idéal. Mais du coup, malgré tout, même si je travaille de moins en moins seule et que j'arrive à bien m'entourer, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens que j'adore et tout, ça n'empêche que je suis pas tout le temps en train de shooter. Et quand je suis pas en train de shooter, finalement, je suis un peu solo. En plus, moi, j'habite à la campagne. Donc, mais pour en avoir discuté avec des Parisiens, ils ressentent la même chose. Donc, c'était un faux problème. Mais du coup, je me suis dit, OK, je me suis pas dit, je veux donner un cours, parce que je me sentais pas du tout légitime à le faire. Par contre, je me suis dit, OK, je vais pas m'empêcher de partager ce que j'ai pu vivre, parce que je sais que tout ce que je sais aujourd'hui, si on me l'avait dit il y a 5 ans, ça m'aurait été très utile. Donc j'ai plus fait dans ce contexte-là, on s'est dit, OK, je vais partager des choses pour réunir des gens. Et en vrai, moi, j'en tire tellement d'énergie. Enfin, tu vois, là, quand on a fait notre dîner, c'était la semaine dernière, je suis rentrée chez moi, j'étais trop motivée, j'étais pleine d'énergie et tout. Et tu vois, donc il y a quand même un truc de...
c'est pas juste de la générosité dans le vent, ou il y a un truc où moi, ça te nourrit ça a aussi, un impact sur ma carrière perso qui est énorme. Et en plus de ça, ça me donne de l'air entre les projets. Je pense que ça dépend vraiment des tempéraments et tout. Mais moi, je donne tellement d'énergie dans une prod, dans un projet, que quand j'ai fini, la première chose que j'ai envie, c'est pas d'en refaire une autre tout de suite. Et du coup, j'ai la chance là maintenant de pouvoir travailler, d'avoir un deuxième projet qui est Sens Collectif, où je peux mettre plein d'énergie et je peux être hyper créative. Et c'est un autre type de créativité. Et pour le coup, là, t'es jamais seule. T'es tout le temps en train de discuter avec du monde à droite à gauche. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, là, c'est en train de se dessiner comme un équilibre vraiment optimum. Et là, le projet, il a 2 ans. L'année dernière, honnêtement, c'était très difficile à lancer. Très difficile à lancer sans que ça ait trop d'impact négatif sur ma carrière à moi. Parce que du coup, tout le temps et l'énergie que je mettais sur ce projet-là, c'est du temps et l'énergie que je ne mettais pas dans d'autres projets. Donc ça a ralenti un peu mon activité à moi de l'autre côté, tout en sachant que t'as aucune certitude que t'es pas en train juste de faire des trucs dans le vent et que tu vas te prendre il faut que tu trouves des gens qui... Ouais, voilà, est-ce que les gens, ça va les intéresser, ou est-ce que c'est toi tout seul qui ressens ce truc-là de ouais, ça a du sens. Et après, même si les gens sont intéressés, c'est pas facile de fédérer. Ça s'apprend en plus sur le terrain. Mais du coup, là, cette année, c'est vraiment la première année où je me sens en paix, tu vois. Là, je me dis, ok, j'ai l'impression que j'ai enclenché un truc qui me plaît vraiment beaucoup, qui me donne beaucoup d'énergie, qui me nourrit énormément humainement. Enfin, là, je suis trop contente que nous, on puisse être là comme ça, toutes les deux aujourd'hui. Et enfin, c'est que le début, on a trop de trucs en plus, c'est complètement réciproque. Enfin, même entre tes élèves, entre guillemets. Enfin, moi, du coup, je me suis fait des copines vraiment avec qui que j'ai envie de revoir aussi. C'est une très, très bonne énergie, je trouve. Ouais. Mais en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, du coup, je vous connais tous individuellement. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec chacun d'entre vous. Et du coup, tu sais, je pourrais faire un peu genre mon entremetteuse de dire, ok, cette personne-là et cette personne-là, c'est sûr, ça va matcher. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer une de mes meilleures copines photographes via un collectif comme ça et une plateforme comme ça. Honnêtement, ça a tellement de valeur. T'as pas besoin d'avoir 10 amis photographes et je pense pas forcément que ce soit une bonne chose. Enfin, c'est bien d'avoir des amis qui font pas ce qu'on fait dans la vie. Ouais. Mais par contre, avoir au moins une personne à qui tu peux écrire sur WhatsApp quand t'as un truc de fou qui t'arrive ou quand t'as un client qui te saoule ou que et puis qui comprend vraiment les enjeux. Ouais. Parce que c'est vrai que, tu vois, moi, depuis que je suis photographe, on me dit beaucoup, ah bah tiens, lui, il a besoin de photos, tu devrais faire ci. En fait, on me donne énormément de conseils pour développer mon activité, mais sans prendre en compte ce que moi, vraiment, j'ai envie de faire. Oui, et surtout que ces gens-là qui te donnent des conseils, c'est des gens qui sont pas dans ce marché-là, qui n'ont pas fait ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est tous les conseils qu'il faut pas écouter. C'est toujours bienveillant, c'est vraiment toujours bienveillant, parce que souvent, ça... Mais même si c'est hyper bienveillant, quand t'as que ça autour de toi, ça peut devenir douloureux. Parce qu'en plus, t'as plein de sentiments qui se mélangent. T'es énervé qu'on te propose des trucs qui sont pas en accord avec ce que t'es en train d'essayer de faire. T'es saoulé qu'on ne comprenne pas ce que t'es en train d'essayer de faire. Et en même temps, tu culpabilises parce que tu vois bien qu'on essaye de t'aider. Mais du coup, moi, je pense que c'est un truc que j'ai déjà entendu plein de fois, mais vraiment, ne prendre des conseils que de quelqu'un qui fait exactement ce que toi tu veux faire, je pense que c'est la base. Ouais, et du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, c'est qu'il faut aussi que quelqu'un accepte de partager ça, et je trouve que c'est précieux pour ça, le programme que tu as créé, quoi. Mais c'est marrant parce que je pense qu'il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de gens qui ont peur de partager leurs histoires ou comment ils ont réussi à avancer dans le milieu, etc. Mais j'en rencontre quand même beaucoup de gens qui sont prêts à être très généreux, mais qui ont juste pas de plateforme pour le faire ou quoi. Et pour en avoir créé une, ça demande aussi énormément d'engagement et de motivation. Donc. Et là, du coup, tu as créé 2 retraites créatives à Majorque. Projet de fou. Vraiment, comme si tu n'avais pas assez de travail. Oui, non, mais ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, moi, je suis tellement contente de travailler sur ce projet. C'est un projet qui m'anime énormément parce que du coup, là, je me retrouve à travailler en termes de production sur des choses que... y a des choses que j'ai déjà faites plein de fois et qui sont... C'est pas la partie facile, parce que c'est jamais facile, mais c'est la partie où là, je sais comment être au bon endroit, avec les bonnes personnes,
à la bonne heure. Ça, c'est la partie que je maîtrise dans la production. Mais maintenant, il y a toute cette partie où là, je suis en train de discuter avec des chefs pour trouver qui va nous faire des repas de ouf dans la maison. J'ai passé beaucoup de temps à trouver la maison idéale aussi. C'est une façon tellement géniale de pouvoir être créatif, de créer un peu le truc qui, toi, te fait triper. La retraite, tu vois, si tu veux, si on peut l'appeler comme ça, qui te ferait triper le plus, et de créer ça pour toi, non seulement le vivre, mais en plus emmener des gens avec toi, c'est trop bien. Alors, à la base, tout se recoupe toujours un petit peu, mais je vais à Majorque au début juin pour un projet, pour un shoot, et je me dis, quand même, ce serait le moment parfait pour emmener des photographes, pour créer des images et tout. Juin, c'est vraiment... Stratégiquement, c'est un super bon moment. Après, juin, c'est dans 3 semaines. Je dis, ok, Gladys, c'était gentil, mais ça se trouve, dans 3 semaines, les gens, ils ont autre chose à faire que de te suivre et tout là-bas. Je dis, donc, d'un côté, juin, c'est parfait pour faire des images. Et en plus, j'y vais. Donc, dans tous les cas, pour moi, mon instinct, il me dit, là, il y a un truc à créer maintenant, à ce moment-là. Ouais. Et après, d'un point de vue plus posé, septembre, ça a beaucoup de sens. Et c'est un moment parfait aussi pour faire des images. Pour préparer la saison d'après, ça nous laisse aussi plus de temps pour se préparer. Donc en gros, on fait la première au mois de juin parce que y a quand même des photographes assez fous pour me dire allez, let's go, on y va. Donc on fait la première au mois de juin et après on remet ça en septembre. Ça va être la même retraite avec des petites subtilités, des petites différences. Ce sera sûrement pas dans la même villa, ce sera peut-être pas la même chef et ce sera certainement pas les mêmes mannequins, pas les mêmes vêtements non plus. Productions différentes en fait, globalement c'est le même projet, mais ce sera 2 productions différentes, donc ça va être trop cool. Et depuis que j'ai lancé le collectif, c'est quelque chose qu'on me demande, quand est-ce que tu vas organiser une retraite. Et moi, à chaque fois qu'on me demandait ça, je disais oh là là, dans 10 ans, on fera ça dans 10 ans, là j'ai plus de jus et tout. Et c'est marrant parce que là, je me suis réveillée et c'était limpide, j'allais le faire et c'est bon, c'est maintenant. De toute façon, ça, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup dans tes prods, c'est de l'opportunité de créer d'autres projets pour ton book. C'est ça, c'est exactement ça qui se passe aussi. À ce moment-là, c'est une opportunité et je me dis, ok, et du coup, là, l'idée, c'est vraiment de créer des images qui soient hyper stimulantes, mais vraiment hyper intéressantes d'un point de vue... j'aime pas trop le dire comme ça, mais c'est vrai aussi d'un point de vue business pour ton portfolio. On n'est pas juste photographe pour être photographe, on veut évoluer sur un marché, donc y a des cartes à jouer, quoi. Et du coup, là, on va avoir un casting de fou, on va avoir des fringues de fou, on va dans des lieux magnifiques, et tout sera prêt. Il y aura plus qu'à shooter. Dans 3 semaines, tout sera prêt. Bien sûr, donc je mettrai évidemment tous les liens dans la description du podcast. Et pour finir, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un livre, une expo et un film à nous recommander ? Ah, dur. Un livre. J'en aurais sûrement 1 million à recommander. Là, je pense, le premier qui me vient en tête, c'est The Magic of Thinking Big. Ça existe en français, mais le titre en français, il est nul. Du coup, La magie de penser grand. Ouais, voilà. Et c'est un livre que moi, j'ai lu il y a 5 ans. Et c'est un livre qui date de l'après-guerre, donc c'est genre 45-49, je crois. Donc c'est un peu vieux et c'est un peu vieillissant aussi, mais il y a des concepts dedans qui sont intemporels et il peut y avoir un côté un peu cheesy. Enfin, je prévois quand même, je préviens, je mets dans le contexte. Mais franchement, si c'est un livre que vous pouvez lire sans en attendre grand-chose, mais y aller vraiment genre le cœur léger et tout, moi, c'est un livre qui m'a vraiment donné des ailes. Après, je pense que je suis aussi quelqu'un de très optimiste, donc il suffit que tu me dises si, bien sûr que tu peux le faire, et c'est bon, j'y vais. Non, alors ça, par contre, je trouve que, je reviens du coup au programme, mais tu donnes de l'espoir. Mais parce qu'en fait, je pense aussi que quand on fait ton programme, peut-être c'est parce qu'on est dans un moment de notre carrière qui s'essouffle, où on se sent coincé et tout, et t'arrives à redonner une motivation, et je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes de confiance en soi, effectivement de se comparer, de trouver ce qu'on fait un peu nul, ou d'être bloqué, de ne pas y arriver. Toi, tu redonnes beaucoup d'espoir. Mais je pense qu'en fait, quand on se retrouve dans ce tunnel-là, c'est juste que on a plus de perspective. Et il n'y a rien de plus déprimant que de ne pas avoir de perspective. Donc, on peut toujours recréer de la perspective. C'est juste, après...
souvent c'est bien d'avoir une petite aide extérieure. Et au final, moi, je n'ai pas grand-chose à dire pour recréer de la perspective. C'est facile d'un point de vue, quand tu es neutre, de pouvoir redonner de la perspective à quelqu'un. C'est beaucoup plus difficile de se redonner de la perspective à soi-même. Donc mais ouais, donc du coup, ce livre, il donne de la perspective. C'est des concepts et des préceptes qui sont, encore une fois, intemporels, qui, moi, m'a donné beaucoup d'élan et hyper facile à lire. Et c'est un livre qui fait du bien. Okay. Je l'ai fait lire à mon copain quand il a démissionné du jour au lendemain. Et ça lui a donné trop d'idées aussi. Donc, je me dis, ok, c'est pas que moi. C'est le livre pour démissionner. Non, je suis pas en train de vous conseiller de démissionner. Ok. Et est-ce que tu as vu une expo dernièrement qui t'a inspiré? Alors moi, je vais à très peu d'expos. Je fantasme l'idée d'aller à des expos. Maintenant que j'habite à 1 heure de Paris. Du coup, j'y vais très rarement. Mais en fait, c'est peut-être ça aussi, l'équilibre que toi t'as et oui, complètement, d'être à la campagne, en fait, c'est un truc... Moi, je pourrais pas faire ce métier-là en vivant dans un endroit qui est surstimulant. J'ai même habité, tu vas rigoler, mais j'ai habité dans Versailles et je me sentais surstimulée dans Versailles. Est-ce qu'un film, alors c'est pas forcément un film récent, mais genre le film marquant pour toi ou qui t'a influencé sur ton esthétique ou... Il y en a, honnêtement, il y en a plein et ça évolue. Là, je pense, c'est pas genre le film que je recommanderais, c'est plutôt, encore une fois, c'est celui qui me vient en tête là maintenant. Enfin, je vais pas être très originale parce que je pense qu'il y a déjà 1 milliard de personnes qui ont recommandé ce film. Mais là, justement, je suis en train de préparer la retraite pour Majorque. Du coup, je suis beaucoup dans un mode de fantasme d'été, de comment on peut... quelles histoires on peut raconter de l'été. Et le film Call Me By Your Name, pour moi, c'est le fantasme absolu de l'été. J'ai pas vécu des étés comme ça, mais ça me ramène quand même à plein de trucs de mon enfance et d'été que j'ai pu vivre de façon différente. Mais il y a plein de petits détails. Et ouais, ce film-là, il est magnifique pour ça. Mais là, pour le coup, des films, je pourrais te faire une liste, je pense, de 5 Non, mais c'est vrai que je trouve que en photo, on peut aussi être vraiment inspiré par l'univers d'un réalisateur. Mais oui, c'est vrai que ça, c'est hyper... moi, je suis photogénique. Beaucoup plus inspirée. Un film qui esthétiquement me parle, ça va me donner énormément d'idées, bien plus finalement que je vais avoir du mal aujourd'hui à être inspirée vraiment par un shoot, un édito mode et tout, parce que ça va me donner des idées ou ça va me donner des envies, mais si je veux vraiment recréer une idée ou un concept, il va falloir que j'aille creuser un peu plus, parce qu'aujourd'hui, un édito mode, je peux voir un peu tout ce qui se passe derrière, donc du coup, ça casse un peu la magie, et donc c'est pas ça qui va vraiment m'inspirer, alors que ouais, le cinéma, ne serait-ce que la lumière et tout, comment c'est pensé, ça donne trop d'idées. Merci beaucoup. Donc si vous cherchez à évoluer dans votre métier, je ne peux que vous inciter à rejoindre Sens Collectif. Toi, on peut découvrir ton travail sur ton site. Sur mon site, sur Instagram. Et t'as pas d'expo à venir? J'ai pas d'expo, j'ai pas de livre, mais ça viendra en fait. Ouais, ok. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, Noémie. De rien. Tu vois, ça a mis flash. Là, ça a flashé, ouais. On va attendre qu'elle soit faite parce que... Et puis... Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles et surtout à le partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous invite évidemment à aller voir le travail de Gladys sur Instagram, son site. Tous les liens sont en description. À bientôt, au revoir.